Donc, comme Javier l'a déjà dit, nous allons ouvrir ces rencontres transfrontalières avec un grand astrophysicien et un grand ami qui est le professeur David Valls. Il est astrophysicien, il a étudié à l'Université Complutense de Madrid. J'ai eu la chance de son professeur il y a très longtemps. Et il a enseigné à l'Université de Paris, l'Université de Cambridge. Il est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Observatoire de Paris, où il a des centaines d'articles publiés, membre de différentes sociétés internationales, bien sûr, de la Société espagnole d'astronomie, de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, la Royal Astronomical Society, l'American Astronomical Society, et des collaborations actives dans des divers comités au sein de l'Union astronomique internationale. Il appartient également au comité compétent des institutions de recherche françaises. Il est bien connu pour ses rencontres transfrontalières et pour la collaboration professionnelle et amateur dans tous les domaines. En plus de se consacrer à l'observation, il est un diffuseur scientifique très actif. Aujourd'hui, il vient nous présenter un nouvel regard sur l'un des objets les plus passionnants, qui est que nous pouvons voir cet automne. Donc, David, merci bien d'être ici finalement, Planétarium. Et donc, on est très content de te recevoir. David. Donc, bonsoir, je suis Solène, mais je parle pas basque, je pourrais parler français ou anglais, mais pas basque, pas encore. Donc, je tiens à vous remercier, à Javier de son invitation à l'organisation de me permettre d'être ici, parler de cette galaxie M21. Je tiens à mentionner l'objectif de ces rencontres qui, justement, sont sans frontières. Moi, je pensais qu'au XVIIe siècle, quelqu'un avait dit il n'y a plus de Pyrénées, mais apparemment, ils sont toujours là. Donc, justement, l'objectif de ces rencontres est qu'il n'y ait plus de frontières. La personne qui a dit qu'il n'y avait plus de Pyrénées a fondé l'Observatoire de Paris il y a 350 ans. Moi, j'ai l'honneur de travailler là. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la nébuleuse Andromède qui est devenue galaxie et qui a été un changement radical dans notre concept de l'univers. Lorsqu'on observe l'univers, nous pouvons nous poser beaucoup de questions, mais l'une des choses les plus intéressantes du ciel que nous pouvons observer maintenant, c'est une petite tache qui apparaît dans le ciel, qui a été cataloguée au Xe siècle par Al-Soufi et qui apparaît dans le catalogue des étoiles fixes. À l'époque, il n'y avait pas de distinction, on ne faisait pas la différence entre nébuleuse, étoile. Le concept n'était pas bien défini, mais il a catalogué les étoiles de chaque constellation, la constellation de Cancer, du Lapin, etc. Et c'est intéressant ici où on voit les constellations du point de vue terrestre et du point de vue extérieur. Donc nous avons des miroirs, des images en miroir. Ce qui est curieux ici, dans ces catalogues d'étoiles, si vous voyez la constellation de l'Andromède, vous voyez une petite tache très curieuse là, qui est la nébuleuse de Andromède. Et c'est la première fois qu'il apparaît sur un catalogue astronomique qui n'est pas un cumul d'étoiles.
Donc cette nébuleuse est facile à localiser. Vous vous souvenez du grand carré de Pegasus, l'étoile bêta nous est 3 fois plus loin. Vous voyez une petite nébuleuse qui est là. Quelle est donc la nature de cette nébuleuse? Eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup intéressé jusqu'au XVIIe siècle. Même là, même à cette époque, l'inventeur du télescope astronomique, Galileo, n'a pas utilisé son télescope pour observer M31, cette nébuleuse. Le premier à l'observer, c'était Simon Marius, un astronome très controversé parce que il a dit qu'il a vu les anneaux avant que Galileo. Donc Galileo était furieux avec lui, mais à vrai dire, lors de son livre, publié 3 ans plus tard de la découverte du télescope par Galileo, donc, il a écrit cela. Il a dit qu'il a vu une étoile fixe qu'il n'a jamais vue avant. Et voici de la ceinture d'Andromède qui apparaît comme un petit nuage. C'est la même description que a suffi avant. Donc la lumière diminue et il a une extension d'un quart de degré de diamètre, presque comme la Lune. Donc avec le premier microscope, cette nébuleuse était aussi grande que la Lune. Puis après, cette nébuleuse apparaît dans les catalogues de Bélius en particulier et il est défini comme une nébuleuse singulière. Donc il y a des objets non stellaires sur le ciel. Nous le voyons sur les cartes, mais sans faire une distinction entre nébuleuse et constellation, un groupe d'étoiles. Le premier à se rendre compte de la nature non stellaire de ce petit nuage a été Messier, le fameux astronome qui a travaillé à Paris. Et Messier travaillait sur la science frontière de l'époque, qui était justement la détermination des orbites de comètes pour voir si la loi de Newton était correcte ou pas. Donc, voir si la force entre deux objets diminue comme le carré de la distance ou avec une autre formule. Ce n'est pas le carré. Donc, Messier était intéressé donc, sur la découverte des comètes, et puis les nébuleuses étaient des faux comètes en fait. Et cela perturbait un petit peu son travail. Il a fait le premier catalogue des faux comètes. Et le numéro 31 de son catalogue est celui-ci. Donc, et là, il dit cette nébuleuse de la ceinture d'Andromède ressemble à deux cônes de pyramides de lumière repoussées par leur base, diamètre 40 degrés. Donc voilà, vous voyez ici le premier dessin de cette nébuleuse d'Andromède avec deux nébuleuses de plus, l'une publiée en 1749 et l'autre publiée par Simon Marius, nébuleuse autour de M31. Donc voilà la première carte de cette nébuleuse, mais sans en connaître la nature, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas une question intéressante au XVIIe siècle. À partir du XIXe siècle, il commence à effectuer les premiers dessins détaillés, beaucoup plus détaillés que Messier. Celui-ci est celui de bande. Et vous voyez ici une bande qui coupe la lumière dans quelques endroits qui sont plus brillants. Lord Rosse, comme vous le voyez ici, a effectué le premier dessin le plus détaillé du centre, avec des zones plus brillantes que d'autres, avec un télescope de 183 cm de diamètre. Il a fallu attendre les premières photographies, fin 19e siècle, pour obtenir ces images. Voilà donc une photographie que j'aime beaucoup. Par Flamarin, à l'observatoire de Juvisy. Vous voyez ici qu'il a fallu attendre 3 heures pour obtenir cette petite tache en 1897. C'est vraiment intéressant. Voilà donc d'autres images plus profondes avec 2 heures
datant à 1908, même si la date n'est pas trop précise. Et c'était donc Fernand Quénisset, embauché par Flammarion pour effectuer des observations photographiques et visuelles. En Amérique, ils avaient des instruments beaucoup plus grands. Et, à Chicago, ils avaient un télescope à 61 cm. Et après une exposition de 5 heures, ils ont obtenu cette image. Lorsqu'on voit des photos actuelles, dans quelques minutes, nous obtenons la même profondeur, mais cette image a été obtenue il y a un siècle. C'est étonnant quand même. Donc il faut de plus, mentalement, cela continue d'être une nébuleuse ou des nébuleuses quand la place supposait qu'il y avait des étoiles en formation. Donc il a fallu attendre que le télescope du Mont Wilson soit installé pour commencer à effectuer une cartographie beaucoup plus précise de cette nébuleuse. Nous avons ici, nous pouvons même commencer à compter les étoiles. Une fois de plus, avec des expositions de 2 heures, télescope d'1,5 mètre, et une qualité extraordinaire. Vous voyez ici les bandes plus sombres qu'on avait vues avant. En même temps que ces images, les premiers spectrographes commencent à être installés sur les télescopes, et donc c'est intéressant de voir les premiers spectres de cette nébuleuse avec le 90 cm de Crossley. Et ici, vous voyez les lignes d'absorption des ions de calcium, et si vous comparez les lignes de référence, vous voyez qu'il y a un petit écart entre les expositions. Donc l'écart de vitesse entre les étoiles et cette nébuleuse était de 300 km par seconde, ce qui est énorme, parce que l'écart de vitesse entre les étoiles est de quelques dizaines de kilomètres par seconde. Et ici, non seulement nous avions un écart énorme, mais il se rapprochait de nous, d'ailleurs. Donc c'était paradoxal que de voir la nature de ces nébuleuses et si vraiment elles appartenaient à notre galaxie ou pas, et quelle pouvait être leur nature. Comme on l'avait dit, grâce à ces observations détaillées, ils ont commencé à détecter des étoiles qui explosaient. Et nova. Donc les novas, à vrai dire, c'est des systèmes très intéressants. La plupart des étoiles sont binaires, mais non pas comme le Soleil, qui apparemment est simple. Dans ce cas-là, ce que nous avons, c'est une étoile naine blanche qui enlève la matière d'une étoile de séquence principale ou géante. La matière de plasma qui a été obtenue va produire des explosions, et ces explosions vont se réduire au fur et à mesure que la quantité de matière diminue. Donc, à vrai dire, il y a des 20 novas qui explosent par an dans cette nébuleuse de Andromède. Les premières datent de 1910, Apple détectait une vingtaine, et puis on détecte presque 50 par an. Donc ces binaires ne sont pas rares, ne sont pas bizarres, elles sont très fréquentes, et notre Voie lactée est dans cette nébuleuse. Et maintenant nous avons des cartes, ces cartes-là, la cartographie de nova actuelle. Nous en avons catalogué 200, nous voyons 2 qui explosent en même temps, à côté du milieu de la nébuleuse. Voilà donc la science aux frontières au début du XXe siècle. Il y a eu une révolution le 6 octobre 1923, il y a presque un siècle. Pourquoi? Parce que Hubble a été en train d'observer une fois de plus ces novas, la nébuleuse d'Andromède. Lorsqu'ils se sont rendus compte, par exemple, vous voyez ici une des novas avec la lettre N et une autre N, et celle-ci pensait que c'était une nova, mais il dit non, celle-là elle est variable. Donc il a découvert un excès de lumière, cette courbe de lumière, et cela a changé radicalement la nature de cette nébuleuse. Voilà la courbe de lumière, la magnitude dessinée par Hubble en fonction du temps, et puis voilà pourquoi
Au départ, il a pensé que c'était une nova parce que, vous voyez, la magnitude descend en fonction du temps, mais soudain, il y a une augmentation. Il y a une nouvelle plaque du 6 octobre, la luminosité monte, donc ce ne peut pas être une nova. Je peux faire une parenthèse parce qu'il y a des novas récurrentes, c'est-à-dire qu'une partie du plasma de la géante rouge peut tomber avec une certaine périodicité, mais pas 10 jours, en tout cas, comme c'est le cas ici. Donc il s'agissait d'une... C'était une étoile céphéide. Les céphéides ont des pulsations beaucoup plus fortes que le Soleil. Dans une dizaine de jours, ils changent de diamètre radicalement. Donc, ils sont des supergéantes jaunes qui ont passé la séquence principale où il y a 90% des étoiles. Elles évoluent à une phase de géante rouge parce qu'elles épuisent leur fuel nucléaire. Vous voyez ici des observations interférométriques. Ce n'est pas une céphéide, mais vous voyez le diamètre de l'étoile change ici et sa luminosité varie également dans le temps. Nous n'avons pas réussi à résoudre la question des pulsations des céphéides. Les céphéides sont beaucoup plus complexes de ce que vous voyez ici. Pourquoi est-ce que c'est intéressant qu'il s'agisse d'une céphéide? Parce que depuis la fin du 19e siècle, à Pérou, on a installé des télescopes pour mapper les nuages de Magallanes. Vous voyez ici la coupole Weddell, derrière vous voyez le Misty, le volcan. Dans les années 30, ils ont été désinstallés, envoyés en Afrique du Sud, malheureusement. Mais cette coupole est historique parce que là, on a pris des photos des nuages de Magellan pour trouver des céphéides. Pourquoi des céphéides? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient en terrain? Henrietta Leavitt, justement, s'est concentrée sur l'analyse du grand nuage de Magellan, du petit nuage de Magellan, qui ne peuvent être observés qu'à l'hémisphère sud. Donc, la structure du nuage de Magellan est très complexe, donc on pourrait passer des heures là-dessus, mais ce qui nous intéresse ici, c'est des plaques photographiques prises à Arequipa et qui est analysée Henrietta Leavitt, qui était un ordinateur à l'époque, elle-même. Les femmes étaient moins chères que les hommes, donc la salle d'ordinateur c'était une salle où il y avait les femmes en train d'analyser les plaques photographiques pour obtenir des données pour un prix vraiment ridicule. Voilà la précarité dans le XXe siècle. Donc ce qui est intéressant, c'est que le directeur s'est approprié une partie des résultats de Henrietta Leavitt. Il a trouvé des périodes variables, des étoiles variables qui n'étaient pas bien classées. Donc on a trouvé que justement il y avait un rapport entre la magnitude apparente et la période. La période, vous l'avez vu, les courbes de lumière qui se répètent tous les 10 jours. Il y en a des périodes plus courtes de 2 jours où on peut arriver à 60 jours. Donc ce que Henrietta Leavitt a observé, c'est justement que la magnitude est proportionnelle au logarithme de la période. Donc si ces dessins, au lieu de le voir de manière linéaire, on montre un logarithme, donc là il y a un rapport linéaire. C'est-à-dire que plus la période est longue, plus l'étoile est brillante. Un segment. Parce que toutes ces étoiles se trouvent à la même distance. Lorsqu'on voit une étoile, on ne sait pas trop si c'est une étoile très brillante ou très lointaine ou très peu brillante et proche. Ces étoiles-là sont tous au même endroit, à la même distance. Donc ces magnitudes que vous voyez ici sont des magnitudes intrinsèques de ces étoiles céphéides. Donc ce rapport entre le logarithme de la période un jour et la magnitude nous permet donc en revanche voir la distance d'autres céphéides. Donc quand on ne connaît pas la distance, donc il suffit de mesurer leur période pour obtenir la magnitude et le comparer avec la distance. C'est une des formes que nous avons en astronomie de mesurer la distance des étoiles si elles ne sont pas suffisamment proches.
parce que sinon nous pouvons calculer avec un effet, vous mettez, suivant la position des yeux. Et tout en regardant à travers de votre pouce, vous voyez l'angle qui peut être mesuré. Normalement, c'est comme cela qu'on mesure les angles avec des étoiles proches. Le satellite européen Gaia nous permet de mesurer ces angles très petits pour des millions d'étoiles, plusieurs millions d'étoiles. À cette époque, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait donc comparer les céphéides du grand nuage avec la céphéide de la Voie lactée. Et si on compare les points jaunes de la Voie lactée et les bleus qui sont les points correspondant aux céphéides, nous voyons qu'il y a le même rapport linéaire entre la magnitude apparente et la période en jour. Ce rapport fondamental a été ce qui a permis à Hubble de mesurer la distance de ces céphéides qu'il avait trouvées en la nébuleuse d'Andromède. Alors, ces variables sont très intéressantes. Vous voyez ici la carte, si vous souhaitez l'observer. C'est un peu compliqué parce que c'est une magnitude 19, mais avec les télescopes actuels, c'est plus facile. Vous voyez donc la courbe de lumière de la plus récente par des amateurs. Cette petite étoile a radicalement changé notre connaissance concernant les nébuleuses, parce que grâce à cette petite étoile anonyme, Hubble s'est rendu compte donc de ce que cette nébuleuse n'appartenait pas à notre Voie lactée, mais qu'elle était une Voie lactée en soi-même. Donc on parle de Hubble comme si c'était lui qui a tout trouvé. La science est un effort collectif. C'est pas seulement une personne géniale qui fait tout, c'est un effort collectif de beaucoup de personnes qui travaillent sur des sujets différents, donc on fait des connexions après. Donc le module de la distance mesurée par Hubble était de 24, donc on voit que la distance de cette nébuleuse était de 2 millions d'années-lumière, clairement en dehors des dimensions qu'on considérait dans la Voie lactée. Mais il s'agissait d'une combination de beaucoup d'observations d'Henrietta Leavitt, de Schiffer et éventuellement les courbes de lumière de CFI, de Mount Wilson, Cambridge. Donc c'est un effort collectif qui nous permet d'obtenir des résultats extraordinaires. Henrietta Leavitt a été candidate au prix Nobel. Malheureusement, la personne qui l'a présentée ne s'est pas rendu compte qu'elle était déjà décédée, mais elle l'aurait mérité, vraiment. Donc, pour l'instant, on a juste observé la galaxie, la nébuleuse d'Andromède, mais soudain, elle devient une galaxie le 6 octobre 1923. Nous avons regardé que du point de vue optique, il est un angle très petit dans le spectre. Et je dis ici parce que nous avons développé une vision avec des différentes longueurs d'onde. L'atmosphère est transparente, il faut en tenir compte. Et donc ici, nous voyons le soleil et le ciel. Mais il y a d'autres zones de l'atmosphère qui sont transparentes. Ici, elles ne sont pas transparentes. Ce que les astronomes faisons, c'est de lancer des satellites pour éviter l'opacité de l'atmosphère. Cette opacité peut être très utile, spécialement les rayons ultraviolets, pour éviter le cancer de peau. Mais cela veut dire également que si nous observons la Voie lactée, cette tache que vous voyez ici, c'est justement la galaxie d'Andromède. Et donc, suivant la longueur d'onde d'observation, elle aura une morphologie ou une autre, bien différente. Les astrophysiciens actuellement souhaitent comprendre pourquoi les propriétés que nous observons de cette galaxie changent-elles. Voilà donc l'image de deux galaxies satellites qui sont là et là. Et on sait avoir par exemple une émission infrarouge. Vous voyez une distribution complètement différente. Avec le Herschel, quelle est la nature de cette émission vis-à-vis de visible, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore. De la même manière, si vous voyez les micro-ondes, les rayons X, en ce cas, vous voyez l'image, juste un nuage discret de points,
très visible et peut-être une nébulosité dans le centre. Et si nous allons vers des rayons X plus durs, nous voyons que quelques-unes de ces sources sont variables. Quelle est la nature de ces sources variables? Probablement justement une variation de la création de matériel de géante rouge vers une naine blanche. Donc il y a une quantité immense de données. Vous voyez donc la combinaison d'images optiques et infrarouges. Si vous voyez les étoiles ici, dans l'image visible, l'émission visible, vous voyez l'infrarouge. L'infrarouge, vous voyez, c'est une espèce de poussière. Nous parlons ici de silicates, d'autres minéraux qui ont des tailles plus petites, des grandes poussières, voilà pourquoi on les appelle comme cela, et qui peuvent absorber la lumière. Donc, voilà pourquoi il y a une anticorrélation entre l'émission de la lumière visible en étoile et puis l'émission en infrarouge produite par les pauvres. La fission des étoiles chauffe ces grandes poudres et les grandes poudres vont émettre des infrarouges. Voilà pourquoi les grandes poudres sont détectées surtout sur les images infrarouges. Mais si vous voyez des longueurs d'onde différentes, nous pouvons voir la température de ces grandes poussières et puis voir non seulement la composition, mais également la dimension de ces grandes poussières et la radiation qui les chauffe. Donc cela nous permet en même temps de voir des grandes poussières en émission ultraviolet, par exemple à 200 ou 140 nanomètres. Par rapport à ce qu'on peut observer sur l'infrarouge. Et cette comparaison nous dit qu'une partie de la radiation ultraviolette peut échapper avec la présence de poussière, c'est-à-dire que l'absorption n'est pas 100%, il y a une partie qui échappe, et puis la partie ultraviolette nous montre deux populations très chaudes, comme des nains blanches qui sont très chaudes mais plus faibles. Donc la comparaison de ces cartes nous permet de comprendre l'histoire des formations stellaires en Andromède. Donc une question intéressante, c'est que maintenant, grâce à ces observations, nous pouvons voir la galaxie inclinée, nous pouvons corriger donc l'inclinaison et observer comment elle serait si on le voyait projetée sur le ciel, sur le plan du ciel. C'est très intéressant parce que ce qu'on voit, à part le noyau, il y a moins d'étoiles et moins de poussière. Nous voyons ici une espèce d'anneau de formation stellaire à 10 kilopasses. C'est un autre anneau plus compliqué à 3 kilopasses. Il y a une bande spirale qui n'est pas très bien définie, pas tellement. Donc, lorsqu'on parle de jumelles, d'accord, elles sont jumelles, mais il y a différentes. Et il y a des différences claires. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence si forte? Parce que réellement, elles devaient être beaucoup plus semblables, beaucoup plus similaires. Voilà une image de Philippe Morel qui est ici présente. Extraordinaire image. Nous pouvons commencer à compter les étoiles si vous avez des télescopes plus puissants comme celui-ci à Mauna Kea. Le CFHT en particulier, nous avons mené une campagne pour compter les étoiles une par une en Andromède. Et ici, nous voyons par exemple un pont de marée entre la galaxie satellite et Andromède. Cette partie très diffuse signifie tout simplement que cette galaxie passe à travers l'Andromède et laisse, par cet effet de marée, une trace d'étoile. Donc cela nous permet également de comprendre la dynamique entre cette galaxie satellite et la masse totale de cette galaxie 31. Et tout en comptant les étoiles, chaque rectangle est antécédé de 2000 ou 4000. Donc on couvre essentiellement un seul champ toute la surface de la Lune, par exemple, dans ce coup. Les observations ne sont pas si profondes que celles du pôle, que nous allons voir tout à l'heure, mais cela nous permet de faire une astronomie du domaine temporel, c'est-à-dire faire des courbes de lumière de chacune de ces petites étoiles. Donc nous avons mesuré 100 millions d'étoiles. Jusqu'ici, nous avons fait les courbes de lumière de 100 millions d'étoiles en Andromède avec mes collègues dans le CFHT. Et nous avons découvert beaucoup plus de variables. Évidemment, je tiens à insister sur la qualité optique de ces images.
le signe que la turbulence atmosphérique là est typiquement des sphères au centre, sphère 2, sphère 3, seconde d'arc. C'est le meilleur endroit du monde pour faire ces images en grande résolution. Au Chili, au moins au Canaries. Quelques-unes de ces étoiles, comme vous le voyez, sont des énéides parce qu'elles sont saturées. Les étoiles qui est très sensible, même les étoiles qui sont très faibles, même celle-là, celle-ci là, est si brillante qu'elle perturbe toutes nos lignes. C'est des CV que nous avons tous sur nos téléphones. Impressionnant. Donc, grâce à ce type d'image, nous avons pu effectuer une analyse différentielle. Il y a des étoiles plus brillantes par rapport à une image de référence. Celle-là est moins brillante. Donc, nous pouvons faire les courbes de lumière de chacune de ces étoiles, une par une, et effectuer la photométrie. De cette manière, nous allons détecter donc dans ces 260 000 courbes de lumière les étoiles les plus brillantes d'Andromède. Leur distribution, nous pouvons les classifier. Les binaires éclipsantes sont très intéressantes, plus de 80% des étoiles sont binaires. Quelques-unes ont une inclinaison orbitale qui est perpendiculaire au plan du ciel. Donc, vous pouvez observer des éclipses qui font des courbes de lumière de ce type, très faciles à détecter. Lorsqu'on les combine avec des vitesses réelles, nous pouvons mesurer les masses. Donc nous avons détecté beaucoup de céphéides. Vous avez des courbes là, vous voyez la bande G en vert jusqu'à la bande infrarouge. Là, les courbes de lumière sont légèrement différentes. L'amplitude est donc plus ample en bas qu'en haut. Grâce à ça, nous avons détecté plus de céphéides dans la galaxie d'Andromède qu'il y a des céphéides connus dans notre propre galaxie. Ici, toutes les céphéides paraissent rester ici, dans cet anneau de formation stellaire qui est à 10 kiloparsecs du centre du noyau d'Andromède. Le Soleil est à 8,5 kiloparsecs du centre de notre galaxie. Ce serait au centre de cet anneau stellaire qui se trouve ici. Donc l'amplitude des courbes de lumière des céphéides dépend du filtre utilisé. Infrarouge jusqu'au bleu, nous avons ici des ampleurs très différentes, même si la période est la même. Pour cela, donc quelqu'un a eu l'idée d'utiliser les Hubble pour une cartographie à très haute résolution de ces étoiles dans l'anneau de formation stellaire d'Andromède. C'est quelque chose qui a pris très longtemps parce que le champ de vision est excellent mais trop petit. Donc voilà un mosaïque d'images qu'on a utilisé et donc ils ont couvert un tiers de 31. Les 2 tiers restants n'ont pas été observés. Pas eu assez de temps pour ça. Donc on a pensé qu'on pouvait utiliser ces images et les combiner avec les courbes de lumière obtenues du CFHT. Et je vais juste vous mentionner un détail. Ce cercle blanc là est un second arc. Et même si beaucoup d'étoiles apparaissent simples, il y en a beaucoup qui sont doubles. Même en l'observant depuis la Terre avec le même télescope au même endroit, possible, nous n'arrivons pas à distinguer qu'il y avait 2 étoiles. En fait, donc évidemment, lorsqu'on parle de la magnitude de la céphéide, il y a une contamination par d'autres étoiles. Les magnitudes peuvent être incorrectes. Les périodes sont correctes, mais non pas les magnitudes. Et si les magnitudes sont pas correctes, donc il y a un problème. Donc la combinaison des courbes de lumière obtenues depuis le travail avec la résolution angulaire du télescope Hubble, cela nous a permis d'obtenir les meilleures courbes de lumière jamais obtenues d'Andromède. Ici, on l'a fait avec Adam Pearce, qui a été décerné le prix Nobel le lendemain d'avoir envoyé cet article, mais non pas pour cet article. Donc, la bande infrarouge, vous voyez ici le rapport de période d'humidité de l'O8, rapport très étroit. Cela nous a permis de mesurer la distance d'Andromède avec une précision de 3%. Nous connaissons mieux la distance d'Andromède que beaucoup d'étoiles de notre propre galaxie. Voilà donc les mesures, 52 plus ou moins 27 kiloparsecs.
Quelques collègues catalans ont effectué des mesures ici, et puis quelques d'autres ici, que vous voyez ici. Mais aucune n'a été aussi cohérente avec des périodes systématiques si petites. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous souhaitons mesurer les distances dans l'univers, éventuellement. Ces galaxies lointaines sont si distantes que l'effet des parallaxes n'est pas. Il faut donc une méthode indirecte pour la mesurer, tellement sont lointaines. Il y a quelques possibilités là. De distance entre 1 et 10 kilopax, on utilise des globulaires ou des étoiles RR Lyrae qui sont très connues, qui apparaissent dans ces amas. Donc grâce à ces données, nous pouvons mesurer les distances des galaxies du groupe local. Nuages de Magellan, etc. Et grâce à ça, nous pouvons arriver jusqu'à très peu mégapax. Et tout en appliquant d'autres techniques, les étoiles plus brillantes, ou les novas, nous arrivons à mesurer jusqu'aux 100 mégapax. Et une autre voie possible, qui est intéressante, c'est d'utiliser les céphéides. Grâce à Gaïa, maintenant, nous avons des mesures un peu plus précises, donc nous pouvons mesurer ces céphéides dans un groupe local et au-delà. Nous mettons un rapport avec les supernovas qui sont la forme la plus simple de mesurer des distances à très grande distance. Tout cela pour mesurer le constant de Hubble qui nous donne le taux d'expansion de l'univers. On en parlera plus tard. Mais en fait, nous avons pu mesurer le constant de Hubble à une précision de 4%. Il me faudrait beaucoup très longtemps, mais c'est Cette mesure de la constante Hubble à 75 est en tension avec les mesures effectuées des valeurs de fond qui nous donnent des valeurs de 769. Et cette tension que nous avions détectée déjà en 2012 a été augmentée avec le temps et 10 ans plus tard est encore plus forte. Et cela peut être très intéressant puisqu'on compare le taux d'expansion il y a très longtemps, 180 000 ans après le Big Bang, avec le taux d'expansion plus tard. Il y a un problème de calibration de céphéides. Est-ce qu'il y a un problème de calibration de réaction cosmique de fond? On ne le sait pas, mais c'est des problèmes. Grâce à ces mesures du télescope de Hawaï, nous avons ces diagrammes couleur-magnitude. Dans cet axe, nous mettons la couleur, et puis ici, une magnitude. Et cela a été une découverte de Rosenberg, non pas Heisenberg ou Russell, mais c'est une histoire bien différente, et qui nous permet de classifier les étoiles. Ce qui se trouve dans ces bandes plus bleues sont des étoiles qui ont moins de métaux, moins de contenu en carbone, nitrogène, oxygène, qui ne sont pas des métaux évidemment en chimie, mais qui pour les astrophysiciens du XXe siècle étaient classifiés comme des lignes métalliques. Par contre, la bande rouge, c'est des étoiles qui ont plus ces éléments plus lourds que l'hélium. Donc, suivant la position sur ce diagramme, leur magnitude, nous pouvons connaître l'antiquité des étoiles et puis mesurer leur âge. Voici ce qu'on a fait sur Andromède. On a fait toute la cartographie de 31 et 33 ici. Et ici, je vous montre que les étoiles qui sont basses en métaux, les plus anciennes autour d'Andromède. Et donc ici, je pouvais passer des heures et des heures en vous expliquant ce qu'on voit ici, mais cette image d'Andromède est complètement différente de celle que nous avons dans la tête, qui est celle-ci. Mais cela est juste le pente de l'iceberg. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que vous voyez que le disque d'Andromède est beaucoup plus ample de ce qu'on voit, tout simplement. Avec des photos profondes. Les disques sont plus épais, et puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des courants de marée. Par exemple ici, nous avons une parabole immense, une autre ici, encore une fois là. C'est des traces de marée de galaxies naines qui tombent, qui sont en train de tomber, et par cet effet de marée, elles perdent leurs étoiles. Donc de la même manière, un M33 que vous voyez ici,
cette extension vers M31, dans la direction opposée de cette forme de S, ça, c'est également la signature de l'interaction de marée entre M33 et M31. Mais cela, on ne pouvait pas le voir sur les images directement. Il a fallu compter 100 millions d'étoiles pour obtenir ce genre d'analyse. Donc voilà. N'oublions pas que les images que nous voyons actuellement sont tout simplement ce qui est en dessus de l'eau, 5%. En cosmologie, tout ce qui est en bas est beaucoup plus difficile à détecter. Donc voilà. Voilà le sondage archéologique PANDAS pour voir ce qui se passe entre M33 et M31. Donc on a fait beaucoup de simulations. En voilà une. Vous voyez ici l'interaction entre M33 et M31, la galaxie du triangle et la galaxie d'Andromède. M33 va détruire la plénitude du disque et va produire ce groupe, c'est-à-dire le disque d'Andromède est plié à cause de cet effet de marée. Et en même temps, évidemment, beaucoup des étoiles d'M33 ont été arrachées par cet effet de marée. Donc c'est un effet continu entre la galaxie plus massive M31 et la moins massive M33. Donc on a fait beaucoup de simulations numériques pour voir l'effet sur le halo d'étoiles autour de M33 pour voir s'il y a quelques-unes de celles que nous voyons qui vraiment appartenaient à M33 dans le passé. Vous voyez ici comment le disque d'M31 est traversé et vous voyez comment les étoiles d'M33, une partie des étoiles vont rester de l'autre côté d'Andromède. Donc beaucoup des étoiles que l'on voit ici, à vrai dire, appartiennent à M33 et non pas à M31. Et comment est-ce qu'on peut tester cette hypothèse? Il faut analyser chimiquement ces étoiles. C'est un programme qu'on est en train de développer avec les télescopes Kepler. Une autre chose qu'on a essayé de faire, c'est de regarder les étoiles avec le Hubble. Et on obtient des images très profondes. Et grâce à Hubble, on voit à travers Andromède. Toutes les étoiles que vous voyez ici appartiennent à Andromède. Les plus brillantes appartiennent à notre galaxie. Et puis le reste, c'est des galaxies qui sont derrière Andromède. Donc, Andromède est assez transparent comme galaxie. Et quelques chercheurs à bâtiment ont eu une autre idée, c'est une image Hubble que vous voyez ici. Tous ces points-là sont des galaxies qui se trouvent derrière Andromède. En même temps, vous voyez ici des étoiles qui appartiennent à la galaxie d'Andromède. Alors, si vous prenez la même image avec 6 ans d'écart, qu'est-ce qui se passera? Les galaxies ne vont pas se déplacer parce qu'elles sont très lointaines, mais les étoiles du disque M31 se sont déplacées. Alors, si la vitesse radiale, on peut la mesurer avec l'effet Doppler, ici, nous voyons le mouvement sur le plan du ciel. Et les résultats ont été très intéressants. Ici, ce que vous voyez, c'est vraiment un référentiel centré sur le Soleil. Vous voyez la vitesse radiale qui s'approche à 300 km par seconde. Nous savons maintenant que la vitesse sur les plans du ciel est de 125 dans un sens et 74 dans l'autre sens. Donc, le référentiel du centre de la galaxie, la vitesse est de moins 109 et la vitesse tangentielle est de 17 km par seconde seulement. Donc, c'était une orbite radiale, c'est-à-dire Andromède tombe vers nous. Et cela évidemment est très intéressant, parce que cela signifie que dans l'avenir, la galaxie d'Andromède et notre galaxie vont se joindre. Et c'est ce qu'on a simulé. Voilà la Voie lactée qui tourne sur le plan du ciel, comme si on était en dehors du ciel. Mais si vous voyez maintenant M31, puisqu'on peut calculer l'orbite, maintenant qu'on a toutes les vitesses de M33, de M31 de la Voie lactée, nous allons voir comment les trois corps vont interagir. Nous allons voir ce qui va se passer lorsqu'un M31 passe trop près de notre galaxie. Cela va arriver dans 3,7 millions d'années. Le disque de notre galaxie, où nous nous trouvons avec le Soleil, va être très perturbé et beaucoup d'étoiles de notre Voie lactée vont rester du côté de M31. De la même manière, des étoiles de M31 vont venir ici. Donc, dans 5 000 millions d'années, les deux galaxies vont
fusionner ne sont qu'une. Et donc on sera une étoile dans ce conglomérat d'étoiles de la Voie lactée et de M31. En revanche, M33 apparemment va échapper, au moins à ces échelles-là. Donc la simulation, je ne l'ai pas amenée au-delà de 9000 millions d'années. Donc, et du point de vue du Soleil, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre dans le Soleil comme référentiel. Quel va être notre ciel fonction du temps? Comment est-ce qu'il va être? Nous avons vu la Voie lactée. Vous voyez Sagittaire ici, Andromède. Si Andromède vient par ici, elle revient de l'autre côté, d'accord? Donc, au fur et à mesure qu'il se rapproche, le disque de notre galaxie va se déplacer, s'incliner. Notre Soleil va être perturbé par ce mouvement, traction d'un 31. Les deux disques se touchent. Il faut penser que le moyen interstellaire est très vide, donc il n'y a pas de collision entre les étoiles. Les étoiles se traversent entre elles et puis la probabilité d'un choc est très petite, très faible. Donc, vous avez vu, on a un voyage gratuit ici au centre de la galaxie dans 4000 millions d'années. Donc vous pouvez en acheter des tickets, ça va être inoubliable. Donc nous allons passer de l'autre côté de la galaxie, l'anticentre, et puis de retour, par cet effet de pendule, parce que par effet de la gravitation, nous allons passer plusieurs fois par le centre de la galaxie. Ça va être amusant. Donc voilà. La galaxie n'est pas isolée, par contre, il y a beaucoup de satellites. Et chacun de ces satellites va tomber directement dans le disque de notre galaxie, tout en le perturbant encore plus. Mais les étoiles de ces galaxies naines vont tomber sur notre Voie lactée. Dans le scénario actuel, les galaxies se font d'une manière hiérarchique. Il y a de petites galaxies naines qui vont se joindre, qui petit à petit vont former des galaxies plus grandes. Mais c'est une procédure qui continue. Il y a beaucoup de galaxies naines autour de nous, et donc la Voie lactée ne cesse pas d'évoluer. Elle ne cesse pas de changer. Donc, une branche de recherche, celle-ci, vise à obtenir ces étoiles pour reconstruire quels pourraient être leurs progéniteurs dans le passé, quelles sont les étoiles qui se trouvent dans le disque avec le halo de notre galaxie actuellement, et d'où cela vient. Beaucoup de ces structures que vous voyez entre les bras de notre propre galaxie ont été perturbées par ces galaxies naines. Ici, vous voyez un inventaire de visibilité absolue et dimension des galaxies, de notre propre galaxie et d'Andromède. Et plus ou moins, nous en avons 40. Donc, la distribution est intéressante, bien sûr. Ces galaxies sont très petites, très peu lumineuses, celles-là sont un peu plus brillantes, un peu plus amples, mais justement, maintenant, on commence à détecter des galaxies peu brillantes, mais très répandues. Donc, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, parce que cela, les amateurs ont détecté d'une manière plus efficace que les professionnels. Bon. Grâce à une méthode que je ne peux pas expliquer ici, nous avons réussi à mesurer les distances des galaxies des satellites autour de M31. Ici, vous voyez toutes les galaxies, la moitié a été développée à notre équipe, et puis grâce à cette technique, on a pu mesurer les distances de chacune des satellites M31. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, je suis mis dans un système de référence comme si j'étais à Andromède, sur le centre d'Andromède, lorsque je verrai le ciel. Curieusement, je verrai que presque toutes les galaxies satellites autour d'un 31 se trouvent dans un grand plein, un grand disque. Et c'est surprenant parce qu'au départ, on pensait que la distribution de ces galaxies satellites est isotrope, la même dans toutes les directions du ciel. Ben non, la plupart des galaxies satellites d'un 31 se trouvent dans un disque. Et c'était surprenant, vraiment. Ici, vous voyez la distribution de ces galaxies satellites de M31, et puis vous voyez les points rouges, c'est les pôles du cercle qui s'ajusteraient les mieux. Et clairement, il y a deux pôles bien définis.
Vous voyez la première page, la une de Nature, ce qui est très bien. Il y a des collègues qui ont gagné en réputation. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que de voir les vitesses radiales. Ici, vous ne le voyez pas trop bien, mais la partie des galaxies qui sont ici, ont une vitesse bleue, donc ils se rapprochent de nous. Puis, en revanche, ils sont là, en bas, ils sont en rouge, donc ils s'éloignent. Donc, non seulement les galaxies satellites de 31 sont sur un disque, mais ce disque tourne. C'est une découverte surprenante à laquelle aussi on ne s'attendait pas, parce que normalement, le disque est très peu probable et l'épaisseur du disque est très fine, donc on s'attendait à que l'interaction dynamique ferait en sorte que le disque soit beaucoup plus épais ou qu'il puisse disparaître. Donc comment est-ce que cela arrive? C'est un mystère. Ici, vous voyez, je vous montre ici, ce n'est pas une simulation, c'est des données réelles. Ces étoiles que nous avons comptées, une par une. Heureusement que nous avons des ordinateurs pour le faire. Hein. Cela par contre est une simulation. Vous voyez ici justement les disques en rouge. Les autres galaxies satellites en blanche n'appartiennent pas au disque. Ainsi par projection on le dirait. Et maintenant vous allez voir les vitesses radiales qui nous montrent qu'une partie s'approche et puis une autre s'éloigne. Donc à partir de cette découverte, nous avons vu s'il y a d'autres galaxies qui présentent le même phénomène. Et on n'est pas tout à fait d'accord, mais apparemment, cela arrive sur notre galaxie également. Vous voyez, un jaune satellite, un vert, nous avons des satellites débiles, globulaires, un bleu, plus jaune, et puis les triangles que vous voyez ici, à droite et à gauche, c'est le disque de notre galaxie à travers lequel nous ne pouvons pas observer, justement à cause de la poussière. Mais si vous voyez vers le pôle galactique, vous verrez qu'effectivement beaucoup de ces structures paraissent être sur un disque. Et c'est surprenant, tout à fait surprenant. On s'y attendait pas du tout. Voilà les lignes rouges qui sont les traces de marée, produites par l'interaction gravitationnelle entre les nains et puis notre Voie lactée. Et quelques-unes de ceux-là sont sur le même, des queues de marée sont sur le même disque. Donc, on trouve le même phénomène dans d'autres galaxies, en particulier en M81, etc. Mais la situation est très compliquée, il faut obtenir les vitesses radiales, être sûr qu'on a une complétitude de tous les satellites, etc. Mais c'est un des sujets les plus intéressants à ce jour. Et puis, un autre problème, quelle est l'origine du groupe local, c'est-à-dire M31 avec notre galaxie Andromède, les galaxies satellites que nous avons. Bon. Il y a deux hypothèses possibles. La plupart des galaxies M31 Andromède et nous, est-ce qu'on appartient au même filament ou est-ce que nous sommes dans deux filaments différents qui se rapprochent? Eh bien, nous n'avons pas une réponse claire. Nous savons poser la question, on sait poser la question, mais on ne connaît pas la réponse. Qu'est-ce que le public peut faire? Les amateurs? Eh bien, beaucoup. Et c'est un exemple de science citoyenne qui est un projet que j'adore. Ici, on voit comment classifier des amas d'étoiles sur le disque d'Andromède, tout en utilisant des images de Hubble. Donc, sur ce site web ici, qui a été créé en 2013, nous encourageons le public à entraîner sur les images et commencer à classifier. C'est un exemple merveilleux de science citoyenne. Vous voyez ici un autre exemple. C'est l'image ici, qui se trouve ici, et bien tout cela, il faut pouvoir le classifier. Et puis l'œil humain, il faut entraîner, est beaucoup plus efficace que beaucoup de nos ordinateurs, franchement. Donc de cette manière, on peut trouver des galaxies qui sont derrière Andromède. C'est des découvertes effectuées par les citoyens tout en utilisant des images publiques. Donc pour résumer, nous avons réussi à mesurer cette galaxie avec une précision de 3%. Il y a une complémentarité immense entre études d'ultraviolet visible, infrarouge pour comprendre l'histoire de la formation stellaire de cet anneau
10 kilopax. Nous avons également vu comment ces étoiles sont cessées de former à cause de leur interaction avec des galaxies naines. Le halo 31 est beaucoup plus ample que les 150 kilopax, des images classiques avec beaucoup de structures produites par des effets de queue de marée. Et grâce au satellite européen Gaia, on est en train d'identifier cela sur notre propre galaxie. Donc on connaît plus d'une centaine de queues de marée des galaxies qui tombent sur notre Voie lactée. Cette découverte d'un anneau de galaxies naines qui tourne a été surprenante, c'était inattendu. Probablement, on va trouver la même chose dans la Voie lactée. Et il faut voir ailleurs également. Et si c'est le cas, cela va être un grand défi. L'orbite 31 que nous avons pu mesurer, puisque nous avons la vitesse radiale tangentielle et la distance, implique que dans les échelles de 4 à 5 millions d'années à partir de maintenant, il va y avoir une collision avec notre galaxie. Et de 7, 8, 9 millions d'années, les deux vont former une seule galaxie. Et puis la participation citoyenne pour l'analyse des images de Hubble est essentielle. Je tiens à dire ici quelques mots concernant la sociologie de la science. Et les images que nous avons vues ont été prises par des amateurs, c'est quelque chose du passé, parce que les images les plus récentes sont comme celle-là. Vous voyez, ça vient de Starlink, principalement. Donc, à une échelle de 5 ans, le ciel va être invisible pour nous. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut décider que non seulement nous n'avons pas seulement détruit notre planète, mais également le ciel. Donc, je reviens sur le mot de Javier Armentia. Quelle est la planète qu'on va laisser à nos enfants? Et puis, il n'y a pas un plan B, il n'y a pas une planète B. Donc, il faut dire la vérité. C'est une partie de notre responsabilité sociale en tant que scientifique. Donc, il faut dire que cela n'est pas un changement climatique, c'est une crise climatique qu'il faut résoudre. Vous voyez l'image? Cela est peut-être le début de la fin. J'espère que vous allez penser à cela la prochaine fois que vous allez observer notre galaxie et la galaxie d'Andromède. Merci beaucoup. Des questions? Merci bien de cette intervention, c'était génial. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de l'échelle des distances que vous nous avez donnée? Par exemple, les 1A sont en question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr des céphéides? Parce qu'il y a des écarts, des compositions, des tailles. Vous comprenez ma question? Et mon collègue me dit, la poussière. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Combien d'heures est-ce que j'ai pour répondre? Juste votre point de vue. Bon, les céphéides. Et puis, plus tard, on va passer au supernova type 1A. Il y a deux équipes indépendantes qui ont observé les céphéides. L'un lidéré par Wendy Freeman et l'autre par Adam Chris. Et ils obtiennent des résultats bien différents. C'est pas nouveau, hein? C'est rien de neuf, vous vous souvenez, il y avait ces problèmes avec la constante de Hubble, Sanders donnait 50, Coulomb donnait 100, valeur, bon, on est à 75, donc quelqu'un avait fait une hypothèse incorrecte vis-à-vis de la quantité de poussière.
Les effets vont pouvoir être résolus grâce à Gaïa parce qu'on aura les parallages de céphéides et puis on va pouvoir, dans la région période d'humidité, nous allons pouvoir limiter tout cela beaucoup sur notre propre galaxie grâce à cette mesure des parallages. Mais il faut voir la métallicité. Les superjantes jaunes, si elles sont sur le disque, elles ont plus ou moins la même métallicité, mais il faut le tester. Donc la raison pour laquelle on arrive à 3% d'erreur, c'est parce qu'on oublie de passer par les nuages qui ont une métallicité basse. Donc l'effet de la luminosité des céphéides pourrait affecter le résultat. Nous avons des céphéides de notre galaxie avec la même métallicité des céphéides d'Andromède. De façon à ce que je pense que la partie poussière, c'est pas un problème, mais la partie de métallicité est un problème. Troisième problème. Il y a peu de gens qui se rendent compte de ça, c'est beaucoup de ces céphéides sont binaires. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'il est parti de cela est produit, de cet élargissement est produit par la luminosité. Bien que sur notre galaxie, non, parce qu'on peut résoudre cela facilement. Pour des galaxies distantes, sera plus difficile à résoudre, même avec Hubble ou avec James Webb. Donc, ces biais dus à la binarité est important. Et donc, un effet de plus, c'est dû au crowding, c'est-à-dire il y a des pixels ou de Hubble ou de James Webb où il n'y a pas une seule céphéide, mais plusieurs. Donc, la luminosité serait incorrecte. Donc il faut voir des céphéides qui sont dans la périphérie, il y a moins de densité d'étoiles que dans le disque interne. Voilà, donc la probabilité d'avoir les mêmes étoiles sur le même pixel sera plus petite. Mais le biais est toujours là. Je suis d'accord en ce qu'il y a ces biais là, mais l'ampleur de ces biais est très petite. Donc, on a observé avec Adam que biais, il peut y avoir dans l'échelle locale de céphéides, on n'a rien trouvé Là, pour les supernovas type 1A, il y a d'autres effets plus intéressants. Le principal serait qu'on est en train de comparer des pommes avec des oranges. C'est-à-dire, je m'explique, les courbes de lumière des supernovas type 1A sont dans l'ultraviolet, mais à cause du redshift, on le voit dans le visible. Donc on compare avec des courbes de lumière visibles de supernovas proches. Donc on compare des courbes de lumière ultraviolettes avec des courbes de lumière visibles intrinsèques, mais les courbes de lumière sont très différentes suivant le filtre. Donc dans cette procédure de standardisation de supernova type 1.1, on tient compte lorsqu'on remodèle le pic, la tombée, etc. Mais il peut y avoir des effets dus au filtre. Et c'est quelque chose qu'on pourra résoudre que quand on aura des courbes de lumière ultraviolet d'une supernova proche. Dans ces cas, on va pouvoir comparer des courbes de lumière ultraviolet proches et distantes, et puis voir ce qui se passe là. Mais également, enfin, encore une fois, ces deux équipes indépendantes qui travaillent sur des supernovas avec des données différentes ne trouvent pas qu'il y ait un biais très important. Par exemple, est-ce qu'on arrive à mesurer ces distances on peut voir l'un des effets qui nous intéresse en cosmologie, qui serait de savoir si l'expansion est isotrope ou pas. On aimerait bien savoir si dans cette direction l'univers s'écarte plus rapidement qu'ici. D'accord ? Il nous faut des théories différentes. Donc il y a beaucoup à faire. Je pense que la solution, il y aura des améliorations grâce au FenceWeb parce que les courbes en infrarouge à haute résolution seront impressionnantes, mais que je sache, il n'y a pas encore un programme général qui se concentre, qui puisse passer je ne sais pas combien de centaines d'heures d'exposition pour obtenir cela, mais c'est prioritaire. Mais d'ici 5 ans, moi je pense qu'on pourrait avoir de bons éléments pour limiter un peu les erreurs systématiques.
Muchas gracias, David, por esta maravillosa presentación. Sé que te apasiona el término. Incluso he entendido toda tu presentación en español, y eso que no hablo muy bien español. Bien. Pero mi pregunta es, siempre me ha intrigado la galaxia de Andrómeda. Está a 2,2 millones de años luz, y cuando buscamos un poquito más vemos que hay otra que se llama no sé cómo y que se encuentra en el lo siento, pero no le escucho bien a la persona que está haciendo la pregunta. Vamos a subir el volumen del micrófono a ver si puedo traducir. No es una galaxia que puede considerarse como tal, porque cuando la observamos nos damos cuenta de que no hay mucho que ver, en definitiva. O se considera como algo que pudiera formar parte de algún día de las colisiones hídricas que nos ha explicado. Moi, je réponds en espagnol ou en français, je sais pas. Comment? En français, ouais, très bien. En francés, muy bien, ¿vale? La cuestión es pertinente. No tiene mucho sentido decir que la galaxia más cercana, ¿no? Porque en ese sentido yo diría que la más cercana es Sagitario. Entonces, galaxia gigante quizás sí, pero esta no es una gigante, forma parte del grupo local, y conocemos cientos de galaxias enanas del grupo local. Entonces, yo creo que la cuestión está mal planteada, Philip, lo siento, porque si dices galaxia gigante, pues es M31, si es enana, pues es Sagitario. Entonces hay muchos núcleos de galaxias enanas que hacen cúmulos globulares, por ejemplo. Omega, por ejemplo, probablemente es el resto de un núcleo de una galaxia. No sé si sabes cómo lo llamas, ¿una galaxia o lo llamas cúmulo globular? Bueno, pues es algo que queda abierto, ¿no? Lo interesante es la teoría actual de materia negra fría predice que se necesitan 500 satélites alrededor de la Vía Láctea. Hemos descubierto 80-90, entonces nos quedan muchos por descubrir. Algunas de esas galaxias satélites tienen el tamaño de 3 veces la Luna, a 150 kiloparsecs. Entonces hay muchas cosas por descubrir en el cielo. Realmente la respuesta, por lo tanto, la galaxia la más cercana, pues ¿cuál es la galaxia más cercana? Pues bueno, es un poco ambigua la propia pregunta. Estoy seguro de que vamos a encontrar galaxias todavía más cercanas que Sagitario, que estén a 10 kiloparsecs, por ejemplo. Vous avez dit qu'il y a 150 galaxies, voire plus, qui restent à découvrir. Est-ce qu'il y a des projets pour les découvrir? Quelles sont les équipes qui travaillent là-dessus pour trouver toutes ces galaxies-là? Bon, ces nouvelles galaxies des satellites de la Voie lactée se trouvent en racontant les histoires. C'est-à-dire qu'on prend une image profonde du ciel, on a fait ça avec Sloan, avec Dex, c'est des projets énormes d'images du ciel, différents filtres, et on commence à éliminer les étoiles de notre galaxie, du disque de notre galaxie, du halo de notre galaxie pour trouver celle-là. Donc la technique et le diagramme couleur-magnitude que je vous ai montré en fonction de la métallicité de l'âge, on sélectionne la bande d'étoiles qui doit être là. Donc on applique un filtre, on dit on veut trouver des étoiles de cet âge à cette distance. Et puis petit à petit on les trouve. Donc si on fait une cartographie de tout le ciel tout en cherchant ces étoiles, tu trouves presque rien excepté quelques zones où il y a une concentration. Et donc tu dis, mais c'est pas suffisant, ça peut être une coïncidence, il faut faire un suivi avec un petit télescope animètre pour obtenir les vitesses radiales. Donc si toutes ces étoiles, qui en général sont entre 30 par galaxie, pas plus, ont la même vitesse radiale, et si on peut mesurer la dispersion de vitesse qui nous dit l'agitation de la galaxie nous permet de mesurer la masse de la galaxie,
pour le séparer d'un amas d'étoiles. On peut imaginer un amas d'étoiles, un amas ouvert comme le Pléiade, mais à 25 kilopax. Donc si on mesure les vitesses radiales, on se rend compte que ces étoiles doivent avoir la matière, tu vois. Donc la différence, c'est donc qu'il y a la matière noire. La vitesse est donc très différente. Donc voilà comment on est en train de détecter ces nouvelles galaxies, satellites de la Voie lactée, avec des comptages profonds. Mais nos télescopes peuvent arriver à des magnitudes de 24-25. Cela permet d'explorer le halo de notre galaxie jusqu'à, je dirais, 250 kilopax, mais au-delà de ça, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, une possibilité, c'est donc le télescope Rubin, qui s'appelait WFIRST, entre parenthèses une mention sociologique, une des agences des espions aux États-Unis, le NSA a autant de budget, a tellement de budget qu'ils ont 2 miroirs de la taille de Hubble, dont on ne savait pas quoi faire. Donc, probablement, ils sont des dizaines de satellites comme le Hubble juste pour nous espionner. Donc, ils ne savaient pas trop quoi faire et donc on les a offerts à la NASA. Et c'est le cadeau le plus empoisonné que la NASA ait jamais reçu, parce que la NASA n'avait pas d'argent pour en faire des satellites. Donc, avec un peu de chance, l'un des miroirs WFIRST va être mis en orbite dans 3 ans. Et l'une des caméras de grand champ, comme le Hubble, 2,4 mètres de diamètre, pourra résoudre des étoiles jusqu'à une magnitude de 30, comme le Hubble, mais avec difficulté, et jusqu'à des distances plus d'Andromède. Le problème, c'est que lorsqu'on compte des étoiles, on a les étoiles des Voies lactées, là, qui sont faciles à compter, mais à partir d'une magnitude de 22-23, ce qu'on a, c'est des galaxies naines, très petites, très distantes, qui contaminent le tout. Donc entre une magnitude 23 à 30, on est contaminé principalement par des galaxies naines, et les enlever des filtres est très compliqué. Alors en principe, on peut le faire. Je sais qu'il y a des collègues qui sont prêts pour le moment où le satellite va être lancé, pour effectuer ces genres de programmes, mais ça va mettre des années. Et on va pouvoir couvrir par exemple la moitié d'Andromède. Imaginez la différence vis-à-vis de Hubble, mais couvrir tout le ciel, ça va être très coûteux. Et le télescope va être dévoué à d'autres objectifs, comme trouver de la vie dans d'autres planètes. Mais bon, voilà ce qui arrive dans cette banlieue stellaire. Moi, je suis en train de faire un télescope de nouvelle génération pour détecter la même chose, mais sur des galaxies distantes. Je proposais à l'Agence spatiale européenne un satellite optimisé pour cela. On verra bien si en novembre cela est approuvé. Mais ce sera avec une émission diffuse, ce n'est pas un comptage d'étoiles. Hein. Pour le comptage d'étoiles, on a besoin de grands diamètres et une haute résolution spatiale. Mais ici, ce qu'on souhaite voir, c'est les taches, qui sont des millionnésimes plus brillants que le ciel. Il y a beaucoup plus de mystères concernant le 31. Merci bien.